Ce sujet sur le manque d'information des jeunes filles, regardez, c'est Sandra Cerquera. Allô? Écoute Sexualité Contraception, bonjour, je vous écoute. Dans ce planning familial, le téléphone ne cesse de sonner. Au bout du fil, des jeunes filles en quête de conseils. Normalement, vous devriez avoir un test gratuit en pharmacie, hein, c'est la loi. Car en matière de sexualité, les fausses croyances sont la vie dure. 2 tiers des filles de 15 ans pensent qu'on ne peut pas tomber enceinte lors du premier rapport sexuel. Très jeune, très jeune, avec des grossesses très avancées parce qu'à l'adolescence, on ne parle pas. Le nombre de modes de contraception ne cesse d'augmenter et pourtant chaque année, 200 000 femmes se font avorter. Un paradoxe, d'autant plus que 72% de ces interruptions de grossesse sont pratiquées sur des femmes qui prennent un contraceptif. En cause, l'éducation sexuelle à la maison ou à l'école, qui n'est pas souvent d'un grand secours. On a l'impression que si on a dit une fois dans une classe, il faut prendre la pilule, ça ne va pas suffire, bien évidemment, parce que d'abord, elles n'ont peut-être pas envie de la prendre, cette pilule, et puis il faut savoir la prendre. En zone rurale, par exemple, pour avoir une contraception, c'est extrêmement difficile. Elles ne veulent pas aller chez le médecin de famille parce que ça les gêne, il n'y a pas de centre de planification. Reste aussi la question de l'argent. Contraception et consultation coûtent cher. L'idée du chèque contraception gratuit de Ségolène Royal sera peut-être repris sous une autre forme par le gouvernement. Deux invités avec nous sur le plateau pour parler de ce sujet important. Caroline Roux, bonsoir. Bonsoir. Secrétaire générale d'Alliance pour les droits de la vie. Également avec nous, Thalia Breton, bonsoir. Porte-parole de l'association Oser le féminisme. Alors mesdames, ce qu'on va essayer de faire ce soir, c'est de ne pas faire un débat sur l'IVG, mais peut-être de savoir comment aider ces jeunes filles pour diminuer en fait le nombre de ces interventions. Et d'abord, comment vous expliquez ce paradoxe, Thalia Breton, commencez par vous, malgré l'arsenal contraceptif, le nombre d'IVG ne baisse pas. Alors, d'abord, pour commencer, moi ce qui me paraît important quand on parle du nombre d'IVG, c'est en effet noter qu'il reste stable depuis 30 ans entre les 200 000 210 000 IVG par an en France, et que c'est pas quelque chose d'horrible d'avoir un nombre d'IVG qui stagne en France. Aujourd'hui, d'ailleurs c'est bien dit dans votre reportage, on a un modèle contraceptif français qui est énormément axé sur la pilule et qui à un moment a aussi une conséquence, le problème notamment c'est le fait que prendre une pilule tous les jours pendant 30 ans pour une femme, c'est pas forcément facile, et avoir une erreur à un moment dans 30 ans de vie de contraceptive, ça arrive, et du coup avoir à un moment un échec de contraception qui débouche sur un avortement dans le cas où la grossesse n'est pas désirée, c'est pas quelque chose d'horrible, et systématiquement poser la question de la baisse du nombre d'IVG, à mon avis ça pose pas forcément le débat de la bonne façon. Caroline Roux. Alors, en fait, le nombre d'IVG a quand même augmenté. Hein. D'ailleurs, c'est les chiffres de l'INED dans ces 10 dernières années. Et c'est vrai que ça pose question parce qu'on a des taux qui sont 2 fois supérieurs à ceux de nos voisins allemands. Alors, comment vous l'expliquez, vous? Bien, sans dire que ce soit mal ou bien, comment on l'explique? Oui. Eh bien, aujourd'hui, le rapport de l'IGAS fait part de ce paradoxe français, hein, et c'est ce constat qui est fait depuis plusieurs années. Et en même temps, on va toujours reproposer toujours les mêmes solutions qui ont prouvé leur inefficacité, c'est-à-dire toujours plus de contraception, plus de campagnes, plus d'informations aux jeunes, en banalisant les relations sexuelles précoces sans prendre en compte toute la dimension affective et responsable qu'il y a dans la contraception, hein, ça n'empêche pas une responsabilité, et puis à multiplier les prescripteurs dans toutes les propositions qui sont faites. Alors, Thalia Breton, il y a des décisions politiques. Hein. Roselyne Bachelot, la ministre de la Santé, a promis de renforcer la prévention des grossesses non désirées pour les jeunes et l'accès à l'avortement. Est-ce que c'est un discours qui vous rassure ? Alors évidemment il y a un problème aujourd'hui assez fort d'accès à l'avortement. On a l'impression que depuis les années 70 le droit à l'avortement... Ça reste difficile d'avorter aujourd'hui? Alors aujourd'hui ça reste difficile et c'est de plus en plus difficile parce que même si on a l'impression que c'est un droit qui est acquis dans la loi, dans les faits il y a un certain nombre de facteurs qui font en sorte que le droit à l'avortement est en net recul. Il y a un certain nombre de centres d'interruption de grossesse qui ferment un peu partout en France. À Paris il y a près de la moitié des centres qui vont fermer, qui
vont être regroupés avec des centres qui sont déjà débordés. Et aujourd'hui, il y a un certain nombre de praticiens qui partent à la retraite avec des suppressions de postes qui ne sont pas remplacés. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de femmes qui doivent partir à l'étranger, comme avant 75, pour avorter. Là, il y a toute une dialectique qui est quand même pas juste, parce qu'il y a 220 000 IVG en France, donc les femmes ont accès à l'IVG. Et ce que je regrette, c'est qu'on ne prête pas toute la dimension sociale de l'IVG, en évaluant d'ailleurs la loi de 2001. Notamment, il y a eu la suppression des entretiens pré-IVG. Et les femmes souvent nous disent on ne m'a rien demandé, on ne m'a rien proposé. Il y a un paradoxe de la précipitation avec l'avortement médicamenteux. Et c'est vrai que les femmes nous disent, elles savent en général qu'elles sont enceintes à 3 à 4 semaines et l'avortement doit avoir lieu avant 4 semaines de grossesse. Elles n'ont pas le temps de faire le point. Et puis, on passe sous silence aussi toutes les pressions, parce que les conditions d'avortement ont pas mal évolué en 35 ans. Alors, je vais vous faire réagir à ce fait. On a vu des milliers d'anti-avortements, de militants anti-avortements. On les a vus dans les rues de Madrid, on en a vu un peu moins dans les rues de Paris. On a l'impression que toutes ces associations anti-avortement ont repris du poil de la bête et que leur discours passe plus aujourd'hui, en 2010. Est-ce que c'est vraiment le cas ? À mon avis, d'abord c'est le cas. D'abord, pour vous reprendre, l'entretien préalable n'a pas été supprimé. Il est d'ailleurs toujours obligatoire pour les mineurs et proposé systématiquement pour les majeurs. Et quand on parle de détresse sociale, moi c'est un discours qui me dérange aussi, puisque c'est systématiquement mettre l'accent sur, parfois d'ailleurs un peu inventé, de la détresse sociale, la pression morale que subissent les femmes qui avortent. Et pour terminer, je pense qu'on ne rencontre pas forcément les mêmes femmes. À mon avis, c'est aussi occulter ce qui est avant tout le droit à l'avortement, c'est le droit à disposer de son corps, à avoir une sexualité épanouie. C'est laisser de côté aussi les dogmes religieux qui, pendant des siècles et des siècles, ont imposé aux femmes une sexualité qui rimait avec le fait de faire des enfants, etc. Et ça, c'est un problème. On l'a compris, que vous êtes évidemment anti-IVG. Est-ce que votre discours sur d'autres alternatives passe aujourd'hui ? C'est plus nuancé que ça. Oui, parce qu'en fait, aujourd'hui, on ne parle pas d'idées, mais vraiment d'une réalité. Et il y a des traces psychologiques qui sont plus difficiles à vivre qu'on peut le penser. Et d'ailleurs, il y a un sondage BVA sur les femmes qui disait que 86% des femmes en France pensent qu'il y a des traces psychologiques difficiles à vivre. Et tout ça s'est passé au silence. Alors dans le rapport, on dit que justement la Haute Autorité de la Santé dit que ça n'a jamais été vraiment étudié. Et on se dit 35 ans après, ça n'a pas été étudié. Et c'est vrai que nous, on est vraiment étonnés qu'on ne propose pas plus d'aide aux femmes, qu'on ne leur fasse pas plus connaître leurs droits. Parce qu'on voit, nous, des pressions, notamment au niveau de l'emploi. Souvent, les femmes enceintes ne savent pas qu'elles peuvent être protégées. Récemment, moi, j'ai accompagné une femme... Vous mettre d'accord sur ce point important d'aide aux femmes, alors ? Pour l'information. Évidemment qu'il faut informer, et notamment vous parliez tout à l'heure de l'information et l'éducation sexuelle. Aujourd'hui, la loi, elle prévoit qu'il y ait 3 heures d'éducation sexuelle de la maternelle au lycée par année. Aujourd'hui, le rapport de l'IGAS qui vient de sortir a écrit noir sur blanc que cette loi n'est pas appliquée et qu'aujourd'hui, l'éducation sexuelle qui, dans les lois par écrit, est imposée, est une obligation juridique, aujourd'hui n'est pas appliquée. Donc évidemment qu'il faut informer, mais pas que sur la question de l'avortement, sur l'ensemble de la question de la sexualité, apprendre le plaisir et les relations sexuelles quand on est adolescent, c'est pas horrible. Faire comprendre aux jeunes qu'il y a une responsabilité derrière la relation sexuelle et puis de pouvoir aussi se respecter. Mais je voudrais dire que l'avortement c'est beaucoup plus large parce que c'est toutes les femmes qui sont touchées. Les jeunes c'est un problème très grave et l'avortement chez les jeunes a nettement augmenté ces dernières années. Mais c'est toutes les femmes et de tous les âges. Vous pouvez regarder les... On va pas vous mettre d'accord ce soir, on l'a compris. Sur 200 000, c'est pas énorme. Le plus important, c'est vraiment l'information. Et on l'a compris de manière plus générale, pas seulement sur l'avortement, sur la sexualité des femmes et des jeunes filles, qui reste encore une nécessité aujourd'hui. Donc merci à vous deux d'avoir, en tous les cas, convergé sur ce point.